Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Lac Manfred-Magog au Québec. Mario Cyr et moi, on est à la recherche de vestiges de bateaux qui se seraient échoués près d'un haut fond, là où on a érigé un phare au 19e siècle. Tout un défi en plein hiver. C'est des grosses pierres. Non, il manque ce bloc de ciment. C'est probablement la base du phare. Mario va essayer de trouver les fondations du phare disparu et des vestiges potentiels de navires autour du site. Regarde ce qui nous entoure. La belle neige, t'es dans ton élément, la glace. Ah, ben oui. Mais faut explorer le lac Manfred-Magog sous glace. Quelque chose à voir, là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire en outils. Sur le haut fond sorcière, un phare aurait été érigé à cet endroit-là à la fin des années 1870. Les vestiges sont sous l'eau. OK. Ah bon, ça, c'est intéressant. J'aimerais que Mario tombe sur d'autres vestiges à proximité du site. Parce que souvent, un haut fond, ça veut dire un risque d'échouement. Dès notre arrivée à Magog, les conditions météo annonçaient rien de bon. Déjà là, j'avais un mauvais pressentiment. Michael, bon matin. On parle. Matin. Ah bien. Salut, Sam. Jean-Marc? Bonjour, Mario. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Bon, ben ça va être le temps de casser la glace. de se rencontrer. Jean-Marc, c'est lui qui va coordonner les plongées sur le site du Haut Fond Sorcière aujourd'hui. Parfait, oui. Alors, on va commencer par faire un voyage de transport de matériel. Après ça, monter, avec les conditions qu'on a, monter les tentes avec le chauffage. Ah ouais. On va faire les trous, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Puis, Ça va être bon de même. On commence de cette façon-là, puis on va voir. Good. Pour nous aider aujourd'hui sur le terrain, il y a les plongeurs Michael Blackburn et Éric Lachance, mais aussi Paul Lafage, qui est là pour nous assister. On est dans la baie de Magog. Ça, c'est notre haut fond. Witch Island, c'est ici. Ici, Mario, j'ai une photo du premier phare qui a été érigé sur le Haut Fond Sorcière. La fondation du phare, construit en 1882, était assise sur ce qu'on appelle le Haut Fond Sorcière. Mais avec la construction d'un barrage au début des années 1880, l'eau a monté de niveau et une partie s'est retrouvée submergée. Est-ce que c'est cette partie que Mario va pouvoir observer durant ses plongées? Puis même, on a décidé de le remplacer par une tour de métal au début des années 60, qui, elle, a été délogée par les glaces à la fin des années 70. Puis depuis 80, la garde côtière installe un mont rouge de 23 pieds de haut surmonté de lumière sur le site du Haut Fond Sorcière, parce que c'est quand même hasardeux de naviguer dans ce secteur-là aujourd'hui. Ben oui. La preuve, le bateau Le Grand Cru s'est échoué il y a quelques années ici, tout près du Haut Fond Sorcière. Si un bateau de croisière s'est enlisé en 2011, il n'est pas difficile de croire qu'en plus de 150 ans, il y a eu d'autres navires qui se sont échoués dans les parages. On va donc tenter de percer ce mystère du lac Manfred-Magog. Dans les conditions qu'on a actuellement, là, on peut doubler le temps de travail, là, facilement. Là. On a essayé d'établir un campement, on a essayé d'amener le matériel. Ils vendent trop fort, on n'est pas capable de tout apporter le matériel. On a des poignes devant à 63 km/h. Ce qu'on avait besoin, l'élément clé aujourd'hui, c'est d'avoir un campement sur la glace pour pouvoir s'installer pour la plongée. La plongée, ça va. Sous l'eau, il n'y a pas de problème. Mais sur la glace, on ne sera pas capable de faire notre journée. On va regarder la météo, qu'est-ce qu'il annonce pour demain. Qu'est-ce qu'il annonce demain? Ouais. Demain, il y en a -4, avec du soleil, avec des vents de 14 km/h. On va être capable de se réétablir un camp pour demain. 14? Ah oui. On plongera plus demain. On fera 2-3 plongées au lieu d'en faire Exact. Ça a peut-être plus de sens. C'est plus, plus sécuritaire, puis on s'en va là-dessus. Oui, ça arrive souvent en expédition, que ce soit même au Québec ou dans l'Arctique, où on est obligé d'annuler des
des plongées sous glace parce que les conditions extérieures sont pas adéquates. Parce que sous l'eau, c'est toujours la même chose. Ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'on arrive sous l'eau, tout va bien. Mais à la surface, le vent, les tentes, les abris, et ça ajoute une difficulté à ce que c'est que la plongée sous glace. J'ai entendu dire qu'il y a un collectionneur d'artefacts pas loin d'ici, à Georgeville, un dénommé Jacques Valiquette. C'est sûr qu'on va aller le rencontrer, Mario et moi. Avec lui et Paul Lafage, on va survoler les pans de l'histoire maritime du lac Manfred-Magog. Peut-être qu'on va découvrir de nouveaux éléments qui vont nous nourrir pour la suite de notre aventure. Alors, c'est l'encre que Paul a découvert. Puis on croit, selon les photos, ça peut pas être d'autre chose que l'encre du Mountain Maid, qui est le premier vapeur en 1850, qui a été construit à Georgeville. Il y a 3 navires qui ont contribué activement à l'essor de la région. Le premier, c'est le Mountain Maid. C'est un navire à aube unique qui pouvait transporter 250 passagers. Il faisait la navette entre Magog et Newport, au Vermont. Il accostait à plusieurs quais des 2 côtés de la rive pour embarquer et débarquer des passagers et des marchandises. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les riverains devaient être ravitaillés par navire ou se rendre à Magog pour s'approvisionner. Parce que vers le milieu du 19e siècle, le lac Manfred-Magog est devenu un lieu de villégiature très prisé. Très prisé, dû à l'hôtel de Mountain House. C'est les Américains qui sont venus d'abord. Ben oui. Parce qu'eux autres, ils ont eu le train avant nous autres. Puis c'est eux autres qui ont découvert le lac. C'était et des loyalistes et des confédérés. Il y en avait des 2. Le deuxième bateau à vapeur le plus célèbre et le plus majestueux à avoir sillonné les eaux du lac Manfred-Magog est le Lady of the Lake. Il a été en opération de 1867 à 1915. C'est un bateau à roues latérales qui mesurait plus de 150 pieds de long et pouvait accueillir 1200 passagers. Puis ici, on a un miroir qui vient du Lady of the Lake. Ouais, c'est une belle pièce. Oui, c'est une belle pièce. On a aussi conservé la bouée de l'Anthemis. Le troisième navire, l'Anthemis, est un vapeur à hélice. Il pouvait transporter 300 passagers et au cours des années 40 et 50, il proposait aussi des excursions au clair de lune très appréciées des adolescents et des jeunes adultes. Il y avait même un orchestre qui agrémentait ces romantiques croisières nocturnes. Alors ça, c'est des bouteilles qu'on aime trouver dans le lac quand on a plongé. Bouteilles de bière, bouteilles de vin. Ça, c'est une bouteille Maillet qui date de 1750. Ah, ici. Après cette visite au musée, on peut espérer que des vestiges de bateaux de croisière de l'époque reposent encore près du site de l'ancien fort. Santé! Santé! Et longue vie au musée. On raconte que c'est à la suite d'un incident impliquant le Mountain Maid que les autorités canadiennes et américaines ont décidé d'installer des aides de navigation sur les 2 rives entre Magog et Newport. Donc des phares. Oui. Au début du 20e siècle, on comptait 8 phares, 5 du côté canadien, 3 du côté américain. OK. Fait que ça prouve qu'il y avait beaucoup de navires qui sillonnaient le lac Manfred-Magog. Quand même un lac qui mesure 42 km de long. OK. Il y a une industrialisation sous le lac Manfred-Magog, fait qu'on a dû réaliser de nombreuses infrastructures d'accostage afin de permettre l'embarquement et le débarquement des marchandises et des passagers. Ouais. On a vu sur la carte de 1938, il y avait plusieurs quais. Plusieurs quais. Il y a plusieurs quais qui sont submergés. Ouais. On a des épaves, on a des quais submergés. Puis là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les vestiges Des de phares. C'est ça qu'on aime. Ce matin, c'est le grand jour. On a espoir de voir enfin les vestiges du phare au fond du lac. L'équipe termine l'installation du camp de base et découpe le trou triangulaire dans la glace pour la plongée. Mais Mario est toujours pas arrivé sur le site. On commence à s'inquiéter.
Après 45 minutes de retard, Mario arrive enfin sur le site. Comme on a prévu plusieurs plongées d'ici la fin de la journée, j'espère qu'on va avoir le temps de les faire. Il y a des problèmes avec ton auto? Problème avec le véhicule, la batterie est à terre. Ben, c'est pas mon véhicule. Puis le mien, ben, habituellement, quand tu fermes tout, ben, les lumières se ferment. Puis celui-là, ben, écoute, pas oublié de fermer les lumières. Donc, batterie à terre, pas moyen d'ouvrir la porte. Et, Il a pas dormi de la nuit, ton char. Bon matin, Mario. Salut, ça va bien? En forme, oui? Ouais, good. Je suis bien ici, mon frère. Donc, c'est sûr que quand on organise une plongée sous glace, comme on voit ici, c'est énormément d'organisation. Donc, des fois, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures d'organisation avant de plonger. Puis des fois, les plongées sous glace, ça dure pas plus que 20, 30 minutes. Donc, ça prend plus d'organisation que le temps de la plongée comme telle. Et c'est la sécurité aussi, hein? C'est-à-dire qu'on est obligé d'être attaché, relié à la surface. Et ça demeure par le fait même quand même une plongée très sécuritaire, parce que c'est comme la seule plongée qu'on fait, qu'on est relié directement à la surface. Imaginez une plongée à moins 30. C'est sûr qu'ici, ben, on fait affaire quand même avec des professionnels qui connaissent le terrain. Donc, ils ont fait le trou, normalement, exactement où nous, on doit aller pour voir qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le fond. Et c'est ça aussi qui vaut la peine de travailler avec des gens de la place, donc des gens qui connaissent ça, parce que sinon, j'aurais fait une plongée sous glace, oui, mais peut-être un fond de base avec absolument rien. Donc, il faut travailler justement avec les gens de la place, les gens de l'endroit qui connaissent le terrain. Si on est là pendant 5, 10, 15, 20 minutes, ben, donne un coup. C'est juste pour savoir si tout va bien, puis moi, je te réponds avec un coup, puis après ça, tu nous laisses aller. Tu peux attendre 30, 40 secondes. Comme faut. Parce que moi, là, tu sais, moi, j'ai mes 2 mains comme ça sur la caméra, mais tu me donnes un coup, là. OK. Là, faut que je lâche ma caméra, puis il faut que je te donne. C'est ça. Pour la première plongée, si tu peux ramener des images des vestiges du fort, ça serait parfait. OK, parfait. Donc, je me concentre dessus. Oui. Première plongée, on va voir si on peut les voir. Premièrement. De ramener des images, si on peut en faire. Ouais. Évidemment, j'aimerais ça voir les vestiges du fort ou des forts du Haut-Fond-Sorcière. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que Mario découvre des vestiges de navires qui auraient peut-être coulé près du Haut-Fond. Donc, avec Mike, on s'est rendu à la première structure qu'on a vue dans l'eau, qui était vraiment une bloc de ciment, une énorme bloc de ciment. Même quand on est arrivé, la bloc a touché le dessous de la glace. Elle était peut-être là, à peu près à 40 pieds, 35-40 pieds du trou qu'on avait fait. J'ai l'habitude d'observer les bulles des plongeurs à la surface. Puis je lâche jamais les bulles des yeux. Je peux pas le faire. Oh, faut pas les bulles! Là, qu'est-ce que tu regardes? C'est la corde. Ouais. Pas qu'à prendre, mais elle est très petite, la chaîne de ça, entre 2 morceaux de glace. Si tu regardes, là, OK, oui, ouais, je comprends. si la corde, elle va dans cette fissure-là, Ouais. puis ton plongeur en bas, il donne 4 coups en cas d'urgence, tu le sauras jamais. Fait qu'au lieu de watcher les bulles, là, ce que tu regardes, c'est que la corde, elle prend quoi là-dedans? Excellent. OK, c'est bon. On a vu, c'est ça, il y a un gros bloc de ciment. Le bloc est tellement gros qu'il touche la glace vraiment pas tellement loin. Ben, c'est ça, il n'y a pas une grosse visibilité, c'est ça que je peux. Y a-tu des grosses pierres? Il y a des pierres. Pour l'instant, on voit de la pierre à peu près ça de grosse, pas trop grosse. C'est vraiment, il y a des planches dans le fond, là, comme des palmes planches, des planches très larges. Puis c'est ça, c'est d'énormes immenses blocs de ciment. Donc, c'est probablement la base du fort. Ouais. On va tourner après, puis on va contourner.
puis on ira voir plus loin, voir si on peut voir autre chose. Fait que là, pour l'instant, en tout cas, on a le bloc. Là, OK. puis des planches, des billes de bois, là, des gros billes de bois dans le fond. OK. Le bloc de ciment n'a pas l'air de dater de la bonne époque. C'est décevant parce que ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais la présence de planches m'encourage pour la prochaine plongée. Pendant que toute l'équipe se prépare, moi, j'attends une invitée de marque, Madame Louise Abbott, qui est auteure, photographe et cinéaste. Il y avait des forts sur le lac et aux abords du lac. Est-ce que je comprends ici, ils sont sur le lac? Yeah, exactly, right in the lake. Mais j'aimerais savoir pourquoi autant d'aides à la navigation ont été installées sur les deux rives entre Magog et Newport. Well, I think part of the reason was probably Sir Hugh Allen. Sir Hugh Allen was really involved in early navigation on the lake. He became the sole owner of the Lady of the Lake, a major steamboat in the 19th century. And he'd been involved in steamship travel between Canada and Europe and England. And so he'd been part of a group that had lobbied for better lighthouses. So around 1878, you started to have lighthouses being built. There were up to 7 on the Canadian side and 3 on the American side. And there was a lot of navigation. I think you have to remember that. There was commercial, a lot of commercial navigation. And it wasn't just passengers. It was also all sorts of goods were being transported, from apples to lumber, mail, tubs of butter, all kinds of produce. So it was really important. Il y avait beaucoup d'activités autour du lac. Yeah, even mining of different kinds and quarries. Les seules traces qui restent de ces forts-là sont souvent des photos. Exactly, yeah. Fait que c'est un peu notre travail, nous, d'aller au fond de l'eau et de faire parler ces vestiges-là pour raconter un pan de l'histoire du lac Manfred Magog. I'm very excited to know exactly what he's going to find. Puis, Mario? Il y a plein de stocks, là, mais il y a tellement pas beaucoup de visibilité que c'est difficile de tout de voir dans un ensemble. Mais on voit qu'il y a quelque chose, là, qui est... Il y a plein de structures. On est à quelle distance du site, là? Ben, on est à peu près à 30-40 pieds du site. C'est sûr que si on pourra faire un autre trou un peu plus loin, puis là, on sera plus en haut du site directement, là. Parfait. OK, plus au sud, un 30-40 pieds. Oui. Pour être au-dessus, puis peut-être observer en périphérie, voir s'il n'y aurait pas d'autres vestiges. Exact. On y va avec ça. OK. Good, super. Right. Comme les 2 premières plongées n'ont pas été concluantes, on a décidé de percer un 2e trou. Ça va permettre à Mario d'être plus près de la base du fort, de l'observer et de peut-être même découvrir des vestiges de navires. L'équipe de Jean-Marc Godreau, le coordonnateur de l'expédition, est toujours à l'œuvre. Ah, yeah. Ouais, ben c'est Ce que ça. tu as vu, ça ressemble à ça ici? Ouais. Pour le bois, là? Oui, le bois, c'est ça. Tu sais, c'est des palmes, là, vraiment de bois, là, du bois large, là, comme ça, qu'il y a dans le fond de l'eau. Ça ressemble vraiment à des grosses planches comme ça. Ici, il y a des grosses roches. Puis, il y a des roches dans le fond, là, à peu près. C'est logique, parce qu'eux, ils l'ont érigé sur le haut fond. Oui, puis il a sûrement mis aussi des roches pour le stabiliser. Tu sais, c'est garde, c'est ça de large, là, les planches, là. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, on est à la bonne place. Oui, ça, c'est certain. C'est vraiment le spot, là. De toute façon, on va faire une 3e plongée, puis on va le voir. Et là, ben, on a changé de plongeur parce qu'Éric, qui était à la plongée de sécurité, voulait aller dans l'eau. Et Michael est devenu le plongeur de sécurité. On a trouvé une batterie, une vieille batterie qui servait sûrement pour les lumières, donc pour le phare comme tel. On a fait plus le tour du caisson comme tel que la première fois.
Et tu vois vraiment qu'il y a des roches qui ont été importées et ça monte là, vers la surface. Là. Puis, Mario? Ben, c'est ça, j'ai contourné la grosse bloc de ciment, qui est carré, en tout cas parce qu'il n'y a pas de grande visibilité, là. Puis avec des roches à l'intérieur, là. Puis il y a de la planche en masse, puis il y a plein. Puis aussi, on voit aussi que ça monte là, vraiment sur au fond, là. Bien, comme il y a eu plusieurs forts construits sur ce site-là, il y a probablement des vestiges qui datent de différentes époques. Exact. Ouais, hein? Puis ça doit savoir éparpillé un peu partout C'est ça. ici, là. Oui, La glace, ça va. Exactement, C'est ça. exactement. Parce que le fort a été reconstruit parce que justement, il a été emporté par les glaces. Oui. Ouais. Après cette dernière plongée, je suis impatient d'analyser les images que Mario a tournées. Je pense qu'on a mérité de le faire au chaud à l'intérieur. Les images sont-tu prêtes, Mario? Ouais, c'est ça, mais c'est certain, comme je disais, il y a impatient de voir ça. pas grand visibilité, mais on voit quand même. Ça ici, c'est le dessus du caisson. Donc, le dessus du caisson, il est plein. OK. Mais vraiment, sur le dessus, c'est une plateforme, là. OK? Comme s'il y avait quelque chose qui avait été monté dessus, là. Ouais, comme une plateforme comme ça. OK. Tu vois les pièces de bois, puis tu vois la roche à l'intérieur? Oui. C'est ça, les caissons. Caisson de bois, roche. Pendant que Mario et moi, on analyse les images sous-marines, l'équipe de Jean-Marc s'affaire à refermer les trous puis à sécuriser le site. On fait un trou, on est responsable. Mais c'est la loi. Là, il faut remettre la glace toute dedans. À ce soir, je vais regarder la météo, mais c'était moins 5, moins 10. Fait qu'on a des chances que ça fige. Ça, c'est un ancien barrage, là. OK. OK. On voit des caissons. Ouais. Ben, c'est exactement comme ça que c'est fait. C'est vraiment avec des espaces vides. Parce que, comme je disais, moi, j'ai travaillé sur de la construction de ports, de quais, puis il y avait des anciens caissons qui étaient là. Ouais. Fait que tu me confirmes ce que tu as vu. C'est vraiment des caissons. C'est vraiment un caisson. C'est vraiment des caissons qui servent à la construction, à la base, dans le fond de l'eau. C'est là-dessus qu'on part. Mario a réussi à filmer la base du fort du Haut-Fond-Sorcière, mais malheureusement, aucun indice de la présence de vestiges de navires. Oui, je suis déçu, mais ça a valu la peine parce qu'on a quand même pu voir les fondations d'un fort historique. On a réussi quand même à raconter cette histoire-là qui est complètement méconnue au Québec. L'histoire des forts sur le lac Manfred-Magog. Puis moi, je pense que pour les gens de la région, ça va être extraordinaire aussi parce qu'il y a probablement des gens, même d'ici, qui ne savent pas que ça existait à l'époque. Là. Non, c'est un avancement encore, puis félicitations. C'est le fun. On a besoin d'historiens. Ça fait partie de notre travail. Ben oui. Hein? On se complète bien.